Donc au niveau de la machine, tout comme pour le moteur courant continu, elle est vue comme un système avec des entrées en tension et en couple résistant et des sorties qui sont le courant et la vitesse. Donc ça n'a pas changé par rapport à la machine à courant continu. Alors au niveau des hypothèses, dans la littérature, on retrouve des hypothèses qui sont assez nombreuses. Si vous regardez un peu les bouquins qui sont liés à ça, qui sont d'ailleurs très riches en équations. Par exemple, l'idée de négliger la saturation du matériau magnétique. Parce que si vous ne faites pas ça, là les équations se complexifient encore plus, puisque les inductances commencent à dépendre du courant, et là on a un modèle qui devient encore plus lourd. Les pertes magnétiques sont généralement négligées, donc le RMU on va quasiment pas en parler ici. On sait qu'il est là, mais il n'influencera pas la dynamique. Les pertes mécaniques sont proportionnelles à la vitesse, même s'il y avait un couple qui serait proportionnel au carré de la vitesse, on fermerait les yeux dessus. Il y en a d'autres, on peut aller jusqu'à dire que le rotor a un seul degré de liberté, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature, et encore une fois, bon, ça paraît assez logique, mais dans des études plus avancées, ça pourrait être utile. On suppose que la répartition dans l'entrefer du champ est sinusoïdale, et donc on a un nombre m d'encoches par exemple qui est suffisant. Voilà toute une série d'hypothèses qu'on fait. La plus importante qui nous concerne directement dans les équations, ce sera la première. Et donc on est parti, première idée, il faut essayer d'écrire les équations en régime dynamique. Alors, en régime instantané, on va avoir la fameuse formule U est égal à RI plus E la force contre-électromotrice. Qu'est-ce qu'on a dans la machine? Au niveau du stator, un bobinage triphasé, 3 phases ABC. Au niveau du rotor, c'est une cage d'écureuil. Mais la cage d'écureuil, elle peut être considérée comme 3 enroulements qui sont également déphasés de 120 degrés, puisque la cage devra circuler des courants triphasés. Les 3 phases sont X, Y et Z. On note les 3 courants, IB, IC, les 3 courants rotoriques, X, I, Y, IZ. On va définir des paramètres. La résistance d'un enroulement statorique, c'est RS, RR pour le rotorique. L'inductance propre, attention, c'est pas l'inductance de flux, l'inductance propre de l'enroulement, ce sera LS pour le stator, LR pour le rotor. Il y a des mutuelles, la mutuelle entre deux bobines statoriques à 120 degrés, entre deux bobines rotoriques à 120 degrés, et puis il y a des mutuelles stator-rotor qui dépendent de l'angle, puisque ceux-ci, n'oublions pas qu'ils tournent à la vitesse de rotation, c'est-à-dire une vitesse légèrement inférieure à la vitesse de synchronisme. Donc, l'angle varie en permanence entre cette bobine-là et cette bobine-là, d'un angle alpha qui varie au cours du temps. Si les deux bobines sont alignées, à ce moment-là, on a l'inductance mutuelle maximum, M. Si on est à 90 degrés, prenons ici la bobine à 90 degrés par rapport à la statorique qui n'a pas bougé, on va avoir un cos 90, et donc là, on va se retrouver avec un effet mutuel nul. Alors U égale E plus RI. D'où vient le E? C'est quoi le E? C'est la force contre-électromotrice. Ben, il va y avoir une force contre-électromotrice qui est liée à la variation de flux. Il n'y a pas d'aimant ici qui peut créer une force électromotrice. Donc, la force électromotrice naît de la variation de flux. Pourquoi est-ce qu'il y a une variation de flux? Ben, d'abord, pour un enroulement, prenons celui-ci. Le courant est alternatif au sein de la bobine, donc la variation de flux est bien présente. Il y a bien un flux qui varie dans le temps puisque le courant varie dans le temps. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'effet d'inductance propre. Ensuite, il y a un flux perçu toujours par cette même bobine, mais qui est variable parce qu'on a alimenté une autre bobine à proximité, parcourue par du courant alternatif aussi. Donc le flux ici est variable dans le temps et crée une force électromotrice induite sur l'enroulement numéro 1. Même chose pour l'enroulement numéro 3, sur l'enroulement 1. Ensuite, il y a encore une variation de flux qui vient du rotor. Cette bobine-ci est parcourue par du courant alternatif, donc il y a un flux variable. Ce flux variable est perçu par cette bobine-là, et donc il y a une tension induite également là. Même chose pour les deux autres bobines rotoriques. Et donc on va se retrouver avec une équation qui dit que U égale RI plus dφ, et le phi peut venir d'où? De l'autre bobine statorique, de la troisième bobine statorique, de la première bobine rotorique, et là ça dépend de l'angle qu'elles forment entre elles,
de la deuxième bobine rotorique et de la troisième bobine rotorique. Et chaque fois, les angles sont adaptés. Même chose pour la phase numéro 2, ou isoler celle-ci, elle est influencée par celle-là, par elle-même, par celle-là, par celle-là, par celle-là. Hop, vous retrouvez ici 6 termes qui sont liés à des flux variables qui vont donner une force contre-électromotrice, ici dans l'équation. Même chose pour la troisième équation statorique et pour les 3 équations rotoriques. Voilà, on a écrit les équations électriques en tension et en flux, donc en tension et en flux, qui sont bien sûr liées par le phi ici, pour la machine asynchrone. Alors pour ne pas trimballer toutes ces équations-là, on va travailler sous forme matricielle, on va rassembler tous les R ici dans une matrice de résistance. On a la matrice flux qui est exprimée par ceci, une matrice d'inductance multipliée par une matrice de courant. Et donc on préférera dire qu'on travaille avec ceci plutôt qu'avec ça. C'est simplement une notation. Alors on voit ici qu'on a 2 sous-matrices, on en a une plutôt ici, pour les équations statoriques, donc c'est de 3, dimension 3, ça correspond à ceci, et une dimension 3 pour le rotor. Même chose, dimension 3 en flux statorique, dimension 3 en flux rotorique. Ici on constate les inductances propres et mutuelles au niveau du stator, les inductances propres et mutuelles du côté rotor, et là l'interaction stator-rotor, là et là. Vous voyez que les deux matrices ici sont fort ressemblantes une par rapport à l'autre, il y en a une qui est transposée de l'autre, on l'appelle MSR et MSR transposé. Donc voilà pour l'équation des valeurs instantanées et électriques sur la machine. À ça, il faut rajouter bien sûr l'équation mécanique comme dans le moteur à courant continu. Il faut faire attention aux notations. Pourquoi? Parce que on a en réalité 3 vitesses. On a la vitesse de synchronisme qui est la vitesse du champ tournant statorique, qui est notée NS. Vous l'avez dans les différentes unités. On a la position, la pulsation. Attention, tout ça va dans la suite, dans les slides qui vont suivre, beaucoup changer. Donc il faut bien garder ce résumé-là. On a la vitesse du rotor par rapport à un observateur fixe. Donc typiquement ici, c'est par exemple 1500 tours minute à 2 paires de pôles. Ça, c'est la vitesse du rotor, par exemple 1400 tours minute pour un moteur à 2 paires de pôles. C'est la vitesse du rotor par rapport à un observateur fixe. Mais si vous regardez la vitesse du rotor par rapport au champ tournant, les deux champs tournants, au stator et rotor, eux, ils tournent à une vitesse de 1500 tours minute, et le rotor tourne à 1400 par exemple, ça veut dire qu'ici il y a un écart de 100 tours par minute. Donc on parle d'une vitesse de rotation du champ tournant, mais vue par le rotor. Et donc c'est donné par gamma fois la vitesse de synchronisme, donc ça c'est les 100 tours par minute. Donc il y a une relation bien sûr entre ces 3 vitesses-là, qui est donnée ici en dessous. Alors il faut rajouter aussi l'équation électromécanique. Comment est-ce qu'on obtient l'équation du couple moteur pour le remettre là? Dans le moteur à courant continu, c'était K phi fois I. Ici, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on pourrait dire grosso modo que c'est la puissance électrique divisée par la vitesse si on néglige les pertes fer, ce qui était une des hypothèses, et aussi les pertes joules statoriques. Bon, bilan. On a fait un modèle des grandeurs instantanées, 15 équations. Donc, comment est-ce que je trompe à 15? On en a ici, on en a là, on en a encore là, et ici on en avait encore ici 6 et encore 6 là. Donc 12, 13, 14, 15. Qu'est-ce qu'on a comme problème avec ces équations-là? Ben, la matrice inductance est lourde. Regardez ici, la matrice inductance est très très lourde, il n'y a pas de zéro, et encore pire, il y a des termes qui dépendent de la position du rotor, qui varie en permanence, puisque la machine tourne. Autre problème, toutes les grandeurs qui sont dans mes équations sont sinusoïdales. Or, on a déjà dit que lorsqu'on va mettre un régulateur avec des grandeurs alternatives, sinusoïdales, ben, il va patauger. Il ne saura pas diminuer l'erreur entre la consigne et la valeur mesurée, donc ça ne pourra pas marcher correctement. Donc modéliser en ABC, ce n'est pas une bonne option pour toutes ces raisons-ci. Trop d'équations, des matrices qui dépendent du temps, des grandeurs alternatives, ça ne va pas bien marcher. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va passer par une transformation matricielle, même deux. La première étant la transformée de Clark et une variante qui est la transformée de Concordia.
Quelle est l'idée? On aimerait bien prendre les trois grandeurs alternatives, donc par exemple ici, les trois champs produits par les trois bobines déphasées à 120 degrés dans le moteur asynchrone, qui crée le champ tournant ici, qui est en noir. Le champ tournant est donné par la somme des trois champs dans chacune des phases, le champ rouge, plus le champ vert, plus le champ bleu dans cette direction-là. Les trois champs varient dans le temps, pourquoi? Parce que ce sont des grandeurs alternatives triphasées, et donc vous voyez que dans le temps, les amplitudes changent. Aussi, elles sont déphasées de 120 degrés. Et la somme, comme on l'avait vu dans le bloc 3, c'est le champ tournant en noir ici. J'aimerais bien recréer la même chose, c'est-à-dire produire le même flux, mais avec deux bobines au lieu de trois. Et ces deux bobines, je voudrais les mettre perpendiculaires, une par rapport à l'autre. En voilà une, en voilà deux. Très important, ce sont des bobines qui n'existent pas, ce sont des bobines fictives, qui vont me permettre de simplifier mes équations. Pourquoi est-ce qu'elles sont simplifiées? D'abord parce que j'en ai deux au lieu de trois, et deuxièmement, parce qu'en les choisissant perpendiculairement, j'aurai des inductances mutuelles qui vont s'annuler. En effet, quand vous avez deux bobines à 90 degrés, l'effet mutuel est nul. Donc je crée virtuellement deux bobines fictives qui me donnent le même effet. J'aimerais bien qu'elles me donnent le champ ici en noir. Alors comment est-ce qu'on doit faire? Voilà, vous avez le champ tournant en noir qui est la somme des trois grandeurs des trois champs de phase. Et j'aimerais bien créer le même champ, mais avec les deux bobines fictives. Qu'est-ce que je dois appliquer comme courant dans les deux bobines fictives pour avoir le même champ? Ben voilà mes deux grandeurs. Ce sont toujours deux grandeurs alternatives qui sont déphasées de 90 degrés et elles me produisent le champ tournant en noir. Alors, comment trouver les valeurs à mettre dans la matrice de transformation pour passer d'un repère à l'autre, du repère ABC au repère alpha-bêta? Alors on peut essayer de le faire pour le démontrer. Voilà le champ que j'aimerais bien avoir, ici. Ça c'est le flux, le champ tournant que je veux. Alors on a montré qu'on pourrait l'avoir en additionnant les trois composantes ABC. Voilà A. Voilà B décalé à 120 degrés, et voilà C décalé à 120 degrés. Quand vous faites la somme des trois, vous avez le champ tournant. Donc ça, c'est le champ dans chacune des phases ABC. J'aimerais bien produire le même champ, mais avec une composante alpha ici, qu'on prend alignée sur A, et bêta, qui lui est à 90 degrés. Qu'est-ce que j'aimerais bien obtenir? Qu'est-ce que je dois obtenir? C'est ceci en amplitude, et ça. Quel est le lien entre les deux grandeurs brune et mauve par rapport au ABC? Vous retrouvez le I alpha en prenant IA, donc on a IA, plus le IB, mais projeté avec l'angle ici de 60, et vous voyez qu'il est dans l'autre sens, donc il sera en négatif, donc ça fait moins cos 60 IB, plus IC, projeté à 60 aussi, mais attention que c'est moins IC, donc ça va faire moins cos 60 IC. Vous additionnez la projection sur l'axe horizontal des trois composantes et vous obtenez le I alpha. Même chose pour le I bêta. Le I alpha projeté verticalement, ça fera 0. Je projette ceci verticalement, ça verticalement, et j'ai les deux autres composants. Voilà la matrice de valeurs que je dois prendre pour passer d'un repère ABC vers mes bobines virtuelles alpha bêta. Grâce à ça, vous voyez que j'ai conservé le flux. Le flux est le même avant transformation et après transformation. Malheureusement, si vous regardez sur la puissance, par exemple, vous faites U alpha, I alpha plus I bêta, on a 2/3 de la puissance qu'on avait avant transformation. On dit alors que la puissance n'est pas conservée. Alors, ça c'est une démonstration. Remarquez encore une chose, c'est que la matrice de transformation est définie comme étant la matrice à appliquer à la nouvelle base pour avoir l'ancienne base. C'est purement mathématique, c'est comme ça que c'est défini, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais donc la matrice de transformation définie, c'est celle-là,
Et la matrice inverse, c'est celle qu'on applique aux anciennes composantes pour avoir les nouvelles composantes. Ça, c'est une pure définition. Si on va voir maintenant dans la littérature, quelles sont les matrices de transformation existantes, donc les matrices de transformation toutes faites. On a la matrice de Clark et la matrice de Concordia. Quelle est la différence par rapport à notre matrice? Voilà la nôtre qu'on a obtenue ici, avec les projections. Et vous voyez qu'il y a un 2/3 ici, et là il y a un racine de 2/3. Ah. Donc pourquoi est-ce que dans les définitions, on aurait inventé les matrices différentes? Alors si on prend la matrice de Clark, c'est celle qui est simulée ici. Si vous avez bien regardé, j'ai dit, finalement je veux reproduire le même flux en noir avec les deux bobines. Et vous voyez que le flux n'a pas la même amplitude. Là, le flux était sur la circonférence extérieure, là, il est sur la circonférence intérieure, donc il est plus petit. Donc le flux n'est pas conservé dans cette matrice de transformation. Et si vous regardez ici, l'amplitude par contre, l'amplitude des grandeurs ABC, c'est la même amplitude, l'amplitude ici, que les grandeurs alpha, bêta. Vous voyez, c'est la même amplitude ici. Donc là, on dira que l'amplitude est conservée, que le flux n'est pas conservé, et c'est ce qu'on appelle la matrice de Clark, parce qu'ils ont un facteur 2/3 par rapport à nous ici. Donc c'est logique que le flux n'est plus conservé. Le flux vaut maintenant 2/3 du flux qu'on avait dans le repère ABC. Et si c'est Concordia, là le flux sera racine de 2/3 fois le flux qu'on avait avant. Et en termes d'amplitude et en termes de puissance, ici on avait un 2/3 de la puissance. Si on regarde en Clark, on fait le même raisonnement, ça se démontre, on a un 2/3 aussi. La puissance n'est pas conservée. Concordia, si on fait le même raisonnement, la puissance est conservée. On a la puissance en ABC qui est égale à la puissance en alpha bêta. Alors quand la puissance est conservée, on sait que on parle d'une matrice orthogonale, et donc on a une transposée qui est égale à l'inverse, ou plutôt l'inverse qui est égal à la transposée. Alors ça c'est génial pour nos calculs par la suite, parce que vous savez qu'inverser une matrice c'est quand même assez lourd, la transposer c'est très facile. Et donc on préfère cette transformée parmi les trois, donc on avait la nôtre, la Clark, la Park, et on va prendre généralement celle-là dans la suite, parce que l'inversion est directement donnée par la transposée dans la matrice orthogonale de Concordia. Et l'amplitude, mais vous voyez dans Clark, par la petite démo ici, mais on l'avait déjà vu avant dans l'animation, l'amplitude avant et après est la même. Vous voyez ici, I alpha avait une amplitude IM, et oui, IM ça c'est l'amplitude de IA, et vous voyez que I alpha ici a aussi une amplitude de IM. Donc l'amplitude est conservée pour les grandeurs ABC et pour les grandeurs alpha bêta. Donc on dira ici que l'amplitude est conservée, le flux n'est pas conservé, on a vu qu'il y a un facteur 2/3, et la puissance n'est pas conservée. Chez Concordia, la puissance est conservée, ce qui nous donne cette relation-là. Au niveau du flux, c'est pas conservé non plus, puisque nous on avait conservé le flux, mais maintenant on aura une racine de 2/3. Et l'amplitude, est-ce qu'elle est conservée ou pas? Là on a IM, là on a racine de 3/2m, non, elle n'est pas conservée non plus. Donc pour la raison évoquée, on va plutôt prendre Concordia. Est-ce que ça gêne que le flux ne soit pas conservé? On pourrait se dire ici, tiens, ok, je choisis Concordia pour avoir plus facile dans mes équations, mais le flux n'est pas conservé, c'est racine de 3/2. Oui, pardon, c'est racine de 2/3, on le voit ici. Donc le flux est racine de 2/3 fois plus petit que le flux que j'avais ici en conservant le flux. Est-ce que c'est grave ou pas? Mais en fait, pas tellement, parce que le fait qu'on travaille des bobines qui sont fictives, on pourrait simplement dire, je vais modifier mon nombre de spires. Et donc le nombre de spires des 3 bobines réelles ABC n'est pas le même que le nombre de spires sur les nouvelles bobines alpha-bêta. Je vais changer le nombre de spires. Vu que les bobines n'existent quand même pas, ça ne me change pas grand-chose à la vie. Par contre, ça permet alors d'avoir un flux constant, puisque on aurait un rapport ici sur le flux de racine de 2/3, on le compense par le nombre de spires, et ça permet d'avoir un flux qui serait conservé au total.
d'accord, puisqu'il était diminué de racine de 2/3, je change le nombre de spires pour le ramener au flux que j'avais dans le repère ABC. Donc ça, c'est pas un problème. Et donc c'est la matrice de Concordia qu'on va utiliser. Deuxième chose, regardons d'abord ce qu'on a résolu avec Clark. On a bien maintenant deux axes qui sont à 90 degrés. Très bien. Plus d'effet mutuel, mais on a quand même toujours des grandeurs qui sont alternatives. Et donc pour la régulation, ça reste quand même problématique, puisqu'on va réguler des grandeurs alternatives. Donc ce problème-là, on ne l'a pas résolu. Comment le résoudre? On va combiner à la transformation de Concordia la transformée de Park. Elle consiste simplement en une matrice de rotation qui va tourner en même temps, donc on est dans un repère tournant, qui tourne à la même vitesse que le champ tournant. Oui, donc les deux bobines sont toujours à 90 degrés, comme avant, mais cette fois-ci, on les fait tourner. Donc toutes les bobines ici, il faut imaginer qu'elles tournent. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? C'est que les grandeurs D et Q, qu'on appelle direct quadrature, elles sont maintenant constantes pour produire le même champ qu'avant. Ouais, vous devez mettre des constantes ici, puisque votre repère tourne pour produire le même flux. Très bien, des grandeurs constantes, ça nous ramène à des grandeurs comme dans le moteur à courant continu. C'est pas mal du tout. Donc on vient rajouter une couche à la transformée de Concordia. En plus d'avoir simplifié la matrice inductance par deux axes perpendiculaires, on fait tourner le repère maintenant, et les grandeurs alpha bêta passent maintenant en grandeur dq, direct quadrature. Voilà ce que ça donne au final. Donc vous voyez que les deux bobines fictives sont maintenant tournantes. Les grandeurs sont constantes. Donc on avait le repère ABC, le repère alpha bêta et le repère DQ. Comment trouver les paramètres à mettre dans la transformée, dans la matrice de transformation? Ben, vous l'avez déjà vu en bachelier, c'est une matrice de transformation. On peut le redémontrer ici. La question est de se dire comment est-ce qu'avec mes deux bobines D et Q, je peux retrouver le même flux que lorsque j'appliquais I alpha et I bêta. Ben, ID, ceci, c'est égal à I alpha fois le cosinus de cet angle-là, qu'on va appeler θref. Donc si vous voulez, c'est l'angle dans lequel on va se projeter, qui dépend du temps, puisque le D ici est tournant. Donc c'est l'angle par rapport auquel on va se projeter, qui est pris par rapport à une référence, qui serait ici la référence horizontale. Et donc c'est I alpha cos θ, plus le I bêta, qui est également projeté sur l'axe D. Donc ce morceau-ci, ce sera cosinus de pi demi moins θ, ça fait sinus θ, fois I bêta. Donc vous additionnez la première composante à la deuxième et vous obtenez le ID. Pour avoir le IQ, même chose. Le IQ, il est ici. Il est là. C'est la composante là, moins la composante là. Et donc ça revient à faire moins sin θ I alpha, plus cos θ I bêta. Donc on projette les deux vecteurs brun et mauve ici dans les axes... on projette les vecteurs I alpha, I bêta, donc on va dire rouge, mauve, sur l'axe ID, brun, et sur l'axe IQ, ici. Donc ces deux axes tournent bien. La matrice de Park est directement orthogonale, donc on ne doit plus se poser la question de savoir si la puissance est conservée, elle l'est. C'est une matrice orthogonale, si vous faites racine carrée de cos carré plus sin carré, vous avez 1. Donc c'est une matrice orthonormée. Son inverse est égal à sa transposée, c'est une propriété des matrices. On définit toujours la matrice comme étant, la matrice de transformation, comme étant la matrice à appliquer aux nouvelles grandeurs dq pour obtenir les anciennes grandeurs.
alpha, bêta. Et donc ici, vous avez bien la matrice inverse, et là, vous avez la matrice définie de Park. Et vous voyez que l'inverse est égal à la transposée. Comment choisir l'angle dans lequel on va se projeter? Ça revient à dire, finalement, avec quelle vitesse vous allez tourner. Alors regardez quand même un truc génial. Si vous projetez dans un repère qui est directement lié au champ tournant, ici, donc vous calez le ID et vous le calez là. Qu'est-ce que vous avez alors? Vous avez une composante que dans l'axe D, qui est maximum, et la composante dans l'axe Q est nulle. Donc en choisissant judicieusement dans le repère dans lequel on va tourner, donc en prenant cet angle-là comme projection, on peut simplifier fortement les équations. On y reviendra par la suite, puisque il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les équations du rotor. Là, on n'a parlé que des équations statoriques ABC. Il y a les équations aussi X, Y, Z. Donc, il faut voir un petit peu si on va se projeter. Alors, pour le moteur asynchrone, on peut se projeter soit dans le champ tournant statorique, soit dans le champ tournant rotorique, qui tourne à la même vitesse mais qui est décalé, soit se placer dans un repère qui est lié à la rotation du rotor. Donc, à une vitesse qui est légèrement inférieure à celle du champ tournant. Donc on a plusieurs possibilités, c'est là la complexité, et ça va modifier quelque peu les équations. Généralement, on prendra toujours le repère qui est lié au champ tournant statorique, comme celui-ci. Dans la suite en tout cas du cours. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on a fait? Donc je reprends le fil, on a écrit les équations en valeur instantanée. Donc il y avait 15 équations. On a vu qu'il y avait une série de problèmes. On essaie de résoudre on essaie de simplifier les matrices d'inductance. On essaie de passer à des grandeurs constantes et plus alternatives par Park. On y est arrivé, on a les deux matrices de transformation. On les a identifiées. La première et la deuxième. Ici. Bon. Maintenant, il faut que je prenne toutes les équations en ABC et les faire passer en DQ. Alors c'est parti, voilà l'équation en ABC qu'on avait établie précédemment sur les valeurs instantanées. Et je dis que c'est égal à la matrice de Park fois les grandeurs en DQ. Les courants en ABC, c'est la matrice de Park fois les courants en DQ. La matrice de flux en ABC, c'est la matrice de Park fois le flux en DQ. Donc ça, c'est par définition de la transformée matricielle qu'on a définie juste avant. Alors attention, le P, parabole de langage, ne signifie pas en général le Park, mais plutôt la transformée combinée de Concordia et de Park. Donc quand on verra un indice P comme ça, c'est que les deux sont cachés dedans, une derrière l'autre. Donc Concordia et puis la matrice de rotation de Park. Donc parabole de langage, on a souvent tendance à dire qu'on fait une transformée de Park, mais en général c'est sous-entendu qu'on fait Concordia plus Park. Je multiplie pour toute l'équation ici par Park moins 1. Park moins 1, Park moins 1, Park moins 1. Park moins 1 fois Park, c'est l'inverse, fois la matrice. Ça fait la matrice unité. Donc ceci disparaît. Park moins 1 fois RS fois Park. Comme RS est une matrice diagonale, ça revient à retirer les Park moins 1 fois Park. Ici, plus compliqué. Park moins 1 fois la dérivée de ceci, c'était la dérivée d'un produit. Donc je dérive Park fois la matrice de flux. Et je dérive aussi la matrice de flux fois Park. Okay, donc ça c'est la dérivée d'un produit. Alors quand j'avais sorti Park moins 1 Park fois ça disparaît. Et là j'obtiens Park moins 1 fois la dérivée de la matrice de Park fois la matrice de flux. Ça, c'est les deux termes qui sont liés à la dérivée du produit. Donc ceci simplifie, ça va. Et il reste un dernier terme qui est assez ambigu. Alors je peux déjà vous dire quelque chose d'assez fantastique, c'est que si vous fermez les yeux sur le dernier terme, regardez ce que vous obtenez. Vous obtenez la même équation qu'en ABC. Vous voyez, c'est assez magique. Vous avez les U, vous avez les I, vous avez la dérivée des flux. Donc sans le dernier terme, en fait, on obtiendrait la même équation en tension, en DQ, qu'en ABC. Sauf qu'en DQ, c'est beaucoup plus intéressant, puisque les grandeurs sont constantes, comme je l'ai expliqué.
Bon, malheureusement, il y a ce dernier terme-là. Comment est-ce qu'on fait? On pourrait mettre ça dans MATLAB éventuellement et dire que parc-1, c'est la matrice de rotation -1 fois Concordia -1 fois la dérivée de Concordia fois parc. Donc ici, je vais détailler ce terme-ci. On met ça dans MATLAB et voilà ce qu'on obtient. On obtient oméga S. Alors oméga S, c'est lié à la dérivée de θs. θs, c'est l'angle avec lequel on a projeté. Okay, donc c'est l'angle ici dans lequel on projette. C'est l'angle de référence. Ça dépendra de le repère dans lequel on se met. Donc oméga S fois 0, -1, 1, 0 à multiplier par la matrice de flux. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est les équations comme en ABC. Et on obtient un terme supplémentaire ici, qu'on appelle le terme de couplage. Pourquoi? C'est facile à comprendre. Vous avez du D, et là vous avez du Q. Vous avez du Q, et là vous avez du D. C'est un terme de couplage. Et donc lui, il vient un peu nous embêter dans l'équation, puisque sans ça, ça aurait été génial. Mais évidemment, du fait de la matrice de transformation, il fallait bien s'attendre à devoir quand même lâcher un peu du lest aussi. Oui. Donc bien retenir que le oméga S, c'est la pulsation, donc c'est la dérivée de la position, et donc c'est la pulsation statorique. Donc on l'a dit tantôt, on peut projeter dans différents repères qui sont liés à différentes vitesses. On trouvera dans la littérature différents types de projections. Dans ce chapitre-ci, on a décidé de se mettre dans un champ, dans un repère qui est tournant à la vitesse de synchronisme. Donc, on va venir placer aussi bien les équations statoriques que rotoriques dans un axe qui est lié au champ tournant statorique. Donc pour le stator, pas de souci, dans la dérivée, on va avoir dérivée de θs, on projette, ça fait oméga s. Par contre, quand on va avoir l'équation rotorique, on va avoir dθr sur dt. Okay, on va projeter l'équation ici de la bobine rotorique dans l'axe qui est lié au champ tournant statorique. Que fait l'angle entre les deux? C'est l'angle au fait que voit le rotor par rapport au champ statorique. Donc c'est les fameux 100 tours minutes dans mon exemple. Si lui tourne à 1500, lui tourne à 1400 lié au rotor. L'écart entre les deux, c'est les 100 tours minutes. Et donc quand vous projetez ça dans une matrice rotation pour se caler dans un repère lié au champ tournant statorique, c'est bien la dérivée ici de θr, ce qui va vous donner les 100 tours minutes ici. Donc voilà l'équation lorsqu'on fait la même chose sur le rotor, on obtient la même équation au rotor et on retrouve ce fameux terme de couplage aussi. C'est exactement le même raisonnement. La seule chose qui change donc, c'est ce fameux oméga R qui était oméga S, qui est lié à l'écart de vitesse entre le champ tournant et le champ rotorique. Alors que dans l'équation statorique, c'était lié à oméga S, qui est lié au champ tournant statorique par rapport à un observateur fixe. L'équation des flux maintenant. On fait la même chose. On prend l'équation en flux qu'on avait établie dans ABC. On a les matrices de parc qui apparaissent ici. On multiplie le tout par parc-1. Voilà ce qu'on obtient. Je passe un peu plus vite les détails de formule. Ce terme-ci, on peut le retravailler. On voit qu'on peut le faire apparaître sous la forme d'un ls moins s fois ia. Ça simplifie un peu. Et l'avantage surtout, c'est d'être passé à une matrice qui est diagonale. Donc ici, vous aviez une matrice avec ls, ms, ms. Ça, c'était la première ligne de l'équation de la matrice d'inductance statorique. Maintenant, vous avez ls moins ms, 0, 0. Ça, c'est plus intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on définit comme étant l'inductance cyclique statorique, qui correspond à l'inductance propre statorique moins l'inductance mutuelle entre deux phases statoriques. Et donc elle apparaît simplement dans les équations. Ça permet de faire quoi? Ça permet d'avoir une matrice qui sera diagonale, et donc ça va permettre de simplifier pas mal ce terme-ci. Puisque si c'est une matrice diagonale, alors on obtient parc-1 fois parc, et ça disparaît. Il reste juste LCS, l'inductance cyclique statorique, fois les courants. Et puis il y a le deuxième terme ici, encore très lourd, on peut aussi mettre dans MATLAB et le résoudre. Qu'est-ce qu'on obtient? Ceci,
ça donne du 3/2m fois une matrice diagonale. Et donc on parle aussi d'inductance mutuelle cyclique qui vaut 3/2 fois l'inductance mutuelle qu'on avait initialement dans les équations en ABC. Donc ça c'est plutôt un changement de notation, une réécriture qui permet de diagonaliser les matrices inductance, c'est quand même pas mal, à condition de traiter des inductances mutuelles cycliques, et plus les inductances mutuelles qu'on avait établies dans les premières équations en ABC. Alors remettons un peu de sens physique sur ces équations-là. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà la nouvelle matrice inductance. Je vais vous remontrer celle qui était avant, hein, pour bien comprendre. Voilà ce qu'on avait comme équation au départ. Voilà la matrice d'inductance. On vient de passer dans Parc l'inductance, la matrice ici, celle-là, celle-là, celle-là. Celle-ci a donné du 3/2m sur la diagonale. Celle-ci a donné de l'LS moins MS sur la diagonale et des zéros partout ailleurs. Celle-ci a donné du LR moins MR sur la diagonale des zéros partout ailleurs. Donc on a fait apparaître un tas de zéros dans la matrice inductance. Voilà à quoi elle ressemble. La nouvelle matrice projetée dans DQ, c'est ceci. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus agréable. Il y a plus de zéros, il y a moins d'équations. On retrouve bien deux équations stator, deux équations rotor, une en D, une en Q, une en D, une en Q. Le sens physique de ça. Ben, en fait, c'est comme si on avait mis deux bobines qui sont liées au stator, LCS, LCS ici, et c'est comme si on avait mis deux bobines identiques, d'inductance propre identique, LCR, LCR, une sur l'axe D, une sur l'axe Q, pour le rotor. On a une inductance mutuelle stator-rotor dans l'axe D. On a une inductance mutuelle stator-rotor dans l'axe Q. Mais, ce qu'on a gagné, c'est qu'on a réussi à découpler les choses. On a ce qui se passe dans Q et ce qui se passe dans D. D'accord? Donc ça c'est quand même assez intéressant. Vous allez voir pourquoi ici dans la nouvelle équation. Ça veut dire que l'interaction maintenant qui va donner le couple, c'est par la loi de Faraday, de Laplace, F égale B fois I fois L. Pour qu'il y ait une force, il faut qu'il y ait l'interaction d'un flux d'un côté avec un courant de l'autre côté. Et donc si je considère par exemple le flux qui va passer dans la bobine ici dans l'axe D, au stator, je regarde par rapport au flux ou au courant qui va passer au niveau du rotor. Ah, ça va me donner du couple. Si je regarde ici l'interaction de ces deux bobines-là, ça va me donner du couple aussi. Donc, c'est assez logique qu'on retrouve ici, dans l'expression du couple moteur, l'interaction d'un flux statorique, je vais prendre par exemple celle-ci, d'un flux statorique dans l'axe Q avec un flux dans l'axe D sur le rotor. Et ça vient aussi de l'interaction du flux rotorique dans l'axe Q avec le courant dans l'axe D au stator. Donc c'est une interaction de deux champs qui sont placés à 90 degrés. Et c'est beaucoup plus facile de l'exprimer comme ça que d'avoir un couple qui finalement naîtrait de l'interaction de A avec X, Y, Z, puis de B avec X, Y, Z, de C avec X, Y, Z. Donc ici on a franchement simplifié le problème. Alors on pourrait mathématiquement retrouver cette relation-là, il faudrait passer par la puissance qui est conservée en dQ, détailler la puissance, ici on retrouve un terme lié à l'effet Joule, donc c'est pas la puissance qui est liée au couple électromagnétique qu'on cherche à exprimer. Ce terme-ci c'est lié à l'énergie magnétique stockée, ça revient à intégrer la courbe de saturation, c'est pas non plus du couple utile, et donc le couple utile est caché là-dedans. Ça c'est une puissance liée au couple utile, je divise par la vitesse et j'obtiens l'expression du couple, mais qu'on a obtenu ici par le sens physique de l'interaction entre une grandeur flux sur le stator dans un axe et le flux dans un axe qui lui est à 90 degrés et qui est lié au rotor. Voilà le résumé. Donc on avait des matrices en ABC, 15, sinusoïdales, avec des matrices lourdes. On a diminué ça aux équations ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, donc 11 au lieu de 15. On a des grandeurs qui sont constantes et non plus sinusoïdales, très bien pour le réglage. On a des inductances, des matrices inductances qui sont diagonales, donc plein de zéros sont apparus. Et on a des termes qui ne dépendent plus du temps, très important, puisque ce sont maintenant des grandeurs constantes qui sont traitées. Constantes, bien sûr, du moment qu'on reste en régime permanent. Lorsqu'on sera en régime dynamique, ces grandeurs-là vont quand même évoluer, mais elles vont évoluer comme des grandeurs continues dans un moteur courant continu, et plus de manière sinusoïdale alternative. Donc, première étape, un modèle en ABC, on voit que ça ne va pas marcher, on fait un modèle en DQ, et on a maintenant notre modèle fini. On doit pouvoir identifier tous ces paramètres qui apparaissent dans les équations, donc on doit pouvoir identifier LCS, M, RR, RS, P, etc. Alors il y a des choses qui sont faciles à obtenir, comme on l'a déjà fait en troisième, P, RS facile, méthode voltampère métrique. Mais il y a des paramètres qui sont plus compliqués. L'inductance propre. Vous allez me dire, on fait un essai à rotor calé? Non, non, pas du tout. Pourquoi? Parce que l'essai à rotor calé permettait de trouver les inductances de fuite dans le schéma équivalent. Or ici, ce sont les inductances propres qu'on doit déterminer. Donc c'est pas du tout la même chose. Une autre difficulté, parce qu'on ne va pas résoudre cette partie d'identification, hein, ça sort un peu du cadre du cours, mais quand même pour vous montrer la difficulté, les grandeurs rotoriques. On ne l'aura jamais. Pourquoi? Parce que c'est lié au rotor, à la cage d'écureuil, sur laquelle on n'a aucun accès. Donc tout au mieux, on pourrait trouver par un essai à rotor calé la valeur de RE, qui vaut R1 plus R2', c'est-à-dire RS plus RR', ramené au stator, ça c'est au mieux, mais on n'aura jamais RR, on aura RR'. Vous allez me dire, oui, mais trouvons le rapport du nombre de spires stator-rotor. Ben, vous pouvez toujours essayer, avec une cage d'écureuil, c'est pas possible. Donc là, c'est une difficulté pour mettre dans le modèle, de pouvoir identifier les grandeurs RR, LR, MSR, hein, l'inductance mutuelle stator-rotor. Et donc là, il faut réfléchir à d'autres méthodes. Et donc par exemple, ce qui pourrait être fait, c'est d'essayer d'identifier un maximum de données, ensuite faire des essais, relever des courbes, et essayer de faire un fitting, donc essayer d'identifier une ou deux grandeurs qui serait corrigé par un algorithme et qui permet d'essayer de fitter une courbe qui a été relevée sur la machine. Donc on met un paramètre de base initial RR, et puis cette valeur-là va être corrigée au fur et à mesure par un algorithme qui permet de faire tendre la courbe du modèle à la courbe réellement mesurée. Dans un variateur de fréquence, vous avez une phase qui fait un auto-tuning. Pour faire un auto-tuning, pour trouver les paramètres des régulateurs, il faut pouvoir connaître les paramètres de la machine. Et donc pour ça, il lance toute une série de transitoires dans la phase d'auto-tuning pour essayer d'extraire les valeurs identifiées et d'en déduire les paramètres des régulateurs associés. Donc, je ne vais pas plus loin pour cette partie d'identification, mais c'est évidemment aussi encore un gros morceau. On doit aussi regarder les paramètres liés aux transitoires, hein, qui sont l'inertie, par exemple, au niveau mécanique. Donc, je ne vais pas plus loin dans cette partie d'identification. On a un modèle, on sait qu'on doit identifier les paramètres. On peut mettre le modèle dans Simulink, ça c'est ce qui sera fait avec les automaticiens en dynamique des systèmes électriques, donc une autre unité d'enseignement, puisque c'est assez lourd quand même. Alors regardez les équations, hein, on dit c'est lourd, mais si on les réécrit un petit peu, sous forme matricielle, voilà ce que ça va donner. Et donc finalement, on va se retrouver avec un modèle qui n'est pas si compliqué que ça, en DQ. Donc ça, je laisse pour uniquement les automaticiens dans le cadre d'une autre UE. Alors voilà à quoi est-ce que ça peut servir. Quand vous avez un point de fonctionnement, ici par exemple pour le moteur asynchrone, donc l'intersection de la caractéristique du moteur en régime permanent, et une charge. Vous vous dites, vous vous êtes peut-être déjà dit, tiens, si mon moteur démarre, ben, il démarre ici, et puis il va démarrer progressivement, passer le couple de décrochage, et venir se mettre au point de fonctionnement nominal. Et bien en réalité c'est faux, pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous interprétez un régime transitoire, qui est le démarrage,
mais vous raisonnez à partir d'une caractéristique couple-vitesse qui est obtenue à partir du schéma équivalent qui est valable en régime permanent. Donc c'est pas juste. Et en effet, si vous faites maintenant la simulation, quand les automaticiens auront mis ça dans Simlink et feront play, qui feront un démarrage du moteur, ben vous verrez que le couple ne va pas gentiment s'installer là, mais qui fait ceci, il suit la courbe en rouge ici. Et il vient s'installer ici. Vous voyez que le couple au démarrage, donc là vous avez le couple en fonction du temps, il va avoir un transitoire assez prononcé. Oui, donc ça, quelle est la différence entre la courbe rouge et la courbe bleue? La courbe bleue est obtenue parce que on a un modèle en régime permanent, et le modèle qu'on vient d'établir en DQ de la machine sur ces équations en valeur instantanée, c'est l'allure de la courbe en rouge. Donc ça a vraiment une utilité de pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe lors d'un transitoire, donc en dynamique, sur la machine.